le fruit d'une longue démarche qui n'a pas commencé avec le JJAC, mais avec le Wojak, justement, dans la solitude et le désintérêt général, qui a commencé il y a de nombreuses dizaines d'années, et aussi, pour certains d'entre nous, au début des années 2000, par un travail d'information. Lorsque nous avons vu sur les scènes de télévision les réfugiés palestiniens avec leurs clés à la main, nous nous sommes rendus compte que nous aussi, nous avions nos clés des maisons abandonnées. Et que finalement, toute la délégitimation d'Israël reposait sur comme le disent certains post-sionistes israéliens, le péché originel d'Israël qui aurait chassé une population pour s'installer à sa place. Alors là a commencé un déclic s'est produit et nous nous sommes rendus compte que la modestie de nos parents, qui, une fois leur vie brisée, se sont remis au travail et ont tenté de reconstruire une vie, eh bien que cette modestie finalement nous était désavantageuse parce qu'elle prêtait le flanc à une réécriture de l'histoire dans laquelle en fait ces populations étaient soumises à une double peine. Non seulement avoir été expulsées, chassées du monde arabo-musulman, mais en plus être accusées d'avoir chassé les Palestiniens. Car il faut savoir que cette population qu'on évalue entre 800 000 et 1 million de personnes, cette population s'est répartie essentiellement dans deux pays, Israël et la France. Car cette population parlait français, sur tout le pourtour de la Méditerranée, et donc en fait notre effort ici, eh bien il faut le comprendre avec ce partage des familles qui s'est produit très souvent, qui fait que le judaïsme français a beaucoup de relations familiales avec des Israéliens, c'est cette origine. Donc le sens de notre commémoration ici est aussi importante que celle d'Israël. Et il faudrait remercier aussi le député Shimon Ohayon qui a fait voter cette loi que j'ai connu alors qu'il dirigeait le Merkaz Dahan, le centre d'études et de recherche sur les communautés juives d'Orient, et qui en a fait finalement son objectif politique essentiel. Donc, alors au prix d'ailleurs de tout un travail antérieur qu'il faut toujours saluer parce que ces travaux ont été des travaux pionniers de ce point de vue-là. Nous faisons face en effet à un phénomène historique qui est l'objet d'un intense refoulement et qui est pourtant un phénomène extrêmement important dans la mesure où il a à voir avec l'historicité d'Israël, de l'expérience israélienne. Car ces populations qui viennent, alors je ne serai pas tout à fait d'accord avec la loi de 2014 dans la définition, parce qu'on nous parle des juifs des pays arabes et d'Iran et la Turquie. Car les juifs turcs, dans les années 30, ont été l'objet de pogroms, de travaux forcés, d'impositions extrêmement qui les a réduits à la pauvreté, et beaucoup sont partis en 47, 48, 49 vers le nouvel État d'Israël. Je crois qu'il y a un problème qui se pose au départ, la définition de cette population. Car ce phénomène s'est produit à travers, selon moi, 10 pays, du Maroc jusqu'à la Perse, de la Turquie jusqu'au Yémen, et il faut réfléchir justement aux critères qui unifient et qui distinguent cette population. Je voudrais d'ailleurs simplement signaler qu'en 1946, une délégation des communautés séfarades du Yishuv se présente devant la commission anglo-américaine justement pour faire entendre leur inquiétude sur le destin des Juifs qui vivent dans les pays arabes. Et cette délégation se définit elle-même comme la délégation des communautés séfarades. Elle se définit des langues, des différentes langues parlées, des différents pays qu'elle représente, et y compris la partie vivant dans le monde arabophone. Et donc c'est très important de reconnaître qu'elle se définit comme séfarade. Il n'est pas question
d'orientaux, il n'est pas question d'autres définitions, et ça me semble quelque chose de très important. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans cette commémoration, de quoi nous souvenons-nous ? C'est ça la véritable question. Et là, je pense que les lois de la Knesset de 2010 et 2014 sont une première étape vers un développement plus grand, parce qu'en fait, elles sont pensées aussi en fonction du conflit israélo-palestinien, et donc des négociations de paix, et en fonction aussi des dédommagements, des pertes des biens des Juifs de ces pays-là. Mais ça, c'est une finalité politique immédiate très importante qu'il faut assumer. Mais néanmoins, je pense que ce jour-là devrait être l'occasion pour la société israélienne et plus généralement le monde juif d'intégrer l'histoire de ce monde-là dans l'histoire juive globale. Oui. Parce que je crois que cette population a été d'un apport déterminant pour le renforcement d'Israël, pour sa constitution, mais son histoire est restée en recul de l'événement. Et peut-être que c'est une loi historique, que ça prend 40, 50 ans pour qu'un événement soit intégré. Pensons aussi à la mémoire de la Shoah. Le processus traumatique d'un coup violent prend 40, 50 ans avant d'arriver à la parole et à son institution. Bien, je crois qu'aujourd'hui nous arrivons à ce moment-là, grâce à la loi de la Knesset, qui, même si je la critique un peu, elle est très importante. Moi, j'aurais dit les Juifs originaires du monde arabo-musulman, parce que la Perse, autant que la Turquie, autant que les autres pays, sont musulmans. Et ça a un sens aujourd'hui, à la lumière de ce qui se passe pour les Arabes chrétiens, justement. Donc, si vous voulez, finalement, le fait que les Juifs aient été chassés ne faisait qu'annoncer ce qui arrivait ensuite, ce qui est arrivé ensuite aux chrétiens. Mais il faut dire que ce qui est arrivé aux Juifs n'arrivait qu'après ce qui est arrivé aux Arméniens. Lorsque l'Empire ottoman s'est décomposé, les nations captives non musulmanes de ces territoires ont vu miroiter la possibilité de la liberté et de l'indépendance. Sur ces entrefaites arrivent les pouvoirs coloniaux, mais justement, la Grèce obtient son indépendance au début du XIXe siècle. Les Arméniens pensent le faire et ils sont victimes de deux massacres, d'un massacre et d'un génocide, comme vous le savez. Et je crois que la question juive vient ensuite, d'une certaine façon, c'est une autre nation captive du monde musulman qui se manifeste vers son indépendance. Donc en fait, le sionisme a incarné justement cette quête de liberté et de libération dans le monde arabo-musulman. Je crois que c'est très important, car là, on ne peut pas accuser les Juifs de venir d'ailleurs, d'être des étrangers colonialistes, etc. C'est quelque chose qui s'est produit dans cet univers-là, et force est de constater qu'il y a eu un échange de population, car il y a eu environ 600 000 Juifs séfarades qui se sont installés dans l'État d'Israël sur une période. Alors, ces 10 pays, évidemment, chacun a un rythme historique, a des événements particuliers. Le timing n'est pas le même partout. Ça va de 1940 à 1970 dans une ère géographique considérable. Et j'avais tenté de synthétiser les résultats des travaux d'un livre que vous trouverez ici et qui j'espère partira parce que je ne veux pas le reprendre. La fin du judaïsme en terre d'islam, c'est un livre écrit par 10 historiens, une grande partie israéliens, qui écrivent la fin de chaque communauté juive. Et en comparant les éléments de ces découvertes, j'ai rédigé une sorte de PowerPoint que l'ambassade a eu l'amabilité de publier. J'espère que ce sera un document important parce qu'il est fondé sur des faits, une rationalisation des faits qui se sont produits et pas des interprétations fumeuses. C'est des faits incontestables, mais qui se sont produits dans une telle ère géographique immense et sur un temps aussi long que parfois on n'en a pas été véritablement conscient. Mais lorsqu'on les met côte à côte, on obtient une grille de lecture tout à fait étonnante,
parce qu'il y a eu, par exemple, des lois alors, dans certains pays, par exemple, des lois de dénationalisation. Les Juifs ont été dépouillés de leur nationalité. En Égypte, 40 000 Juifs se sont trouvés apatrides du jour au lendemain. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de l'Irak, c'est le cas de la Libye, c'est le cas du Yémen. Ils ont été victimes aussi de discrimination juridique, c'est-à-dire toutes sortes de lois qui les ont exclus de la vie sociale, etc. Ils ont été victimes de spoliation économique. Alors là, c'est considérable dans tous les pays. Ils ont été victimes aussi d'isolement et de séquestration. On parle toujours du Maroc, les Juifs du Maroc sont très heureux de leurs origines, c'est très bien. Mais si vous voulez, à un moment donné, les Juifs du Maroc ne pouvaient pas obtenir de passeport. Et quand un membre de la famille l'obtenait, les autres étaient pris en otage, en quelque sorte, pour que cette personne qui sortait revienne. Et donc, si vous voulez, il y a eu tout un ensemble de procédures de séquestration des personnes sur lesquelles il s'agit de statuer. Il y a eu aussi des lois de discrimination socio-économique. Et enfin, dans toutes ces communautés, ce que j'appelle un événement ou des événements pogromiques, c'est-à-dire un assassinat d'une personnalité, des violences ou des victimes de violences, etc., qui ont donné à la communauté juive le signal du départ. Et donc, si vous voulez, on les retrouve dans toutes les communautés. C'est si variable. On les retrouve dans toutes les communautés à des intensités diverses, à des époques différentes, de telle sorte que quand on rassemble ces choses-là, je suis forcé de dire qu'il y a eu un statut des Juifs dans les pays qui entraient dans le nationalisme, qui s'émancipaient des pouvoirs coloniaux et qui, en fait, comme ça s'est passé en Europe au XIXe siècle, en même temps que le nationalisme, ont manifesté un véritable antisémitisme juridique. Donc, ce qui est en jeu, si vous voulez, c'est pas simplement une mémoire, une nostalgie, quelque chose de flou et de vague, c'est aussi une histoire politique. Car les Juifs ont aussi une histoire politique et ils doivent l'assumer et la faire reconnaître. Quand ils ne le font pas, regardons ce qui se passe pour Israël. Tout simplement. Donc quand ils ne le font pas, d'autres le font pour eux, mais à leur encontre, à ce moment-là. Et par conséquent, je pense qu'il est très important que ce qui reste du monde séfarade, puisqu'en fait ces populations se sont retrouvées en France essentiellement et surtout en Israël, il est très important qu'elles reviennent sur la scène politique pour défendre leurs intérêts et leur mémoire. Il ne s'agit pas simplement de chercher des réparations. Mais si vous ne recherchez pas des réparations, on vous méprisera. Parce que c'est le principe de réalité. Voyez, si vous ne demandez rien, on ne vous reconnaîtra pas. Et je crois qu'il faut le faire. Les Palestiniens ne cessent de demander, d'exiger, etc. Et il paraît-il, d'après Abbas, ils sont 6 millions de réfugiés qui veulent revenir. Si vous voulez, le silence des Juifs est une erreur politique considérable qui contribue à leur délégitimation. À partir de là, on peut discuter, si vous voulez. Mais si on ne défend pas sa position, les intérêts que l'on doit défendre, on n'est pas respecté. Donc, je crois que là, il y a quelque chose de très important. Au-delà, vous me dites quand je dois terminer, au-delà de la question politique, il y a aussi la question culturelle. Parce qu'en fait, de quoi se souviendra-t-on dans 50 ans, dans un siècle, si cette journée commémorative a un avenir? Là, on se souviendra d'un monde disparu. Ce monde-là, il a existé, il a disparu, il doit rentrer dans la mémoire juive collective, comme les mondes disparus. Et heureusement que les Juifs sont toujours vivants. Mais ils prennent en charge ces univers de culture, ces univers historiques. Et je crois que pour le monde séfarade, c'est très important, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait la paix avec leur mémoire. Elle est restée en suspens. Elle est restée en suspens, elle n'a pas été reconnue. Parfois, elle a été méprisée, ridiculisée.
Et donc, il est resté un vide sur ce plan-là. Je pense aussi à Israël. Mais Israël est un pays en construction. Et je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il est arrivé une aventure semblable aux deux grands ensembles qui forment le peuple juif, le monde ashkénaze et le monde séfarade. Le monde ashkénaze, à travers la Shoah, a connu une destruction qui a massifié les Juifs. Les Juifs de toutes sortes de pays européens ont été dépouillés de leur nationalité pour être détruits comme un peuple, d'une façon massifiante. Mais également, ce qui est arrivé aux Juifs du monde arabo-musulman, donc originaires de ces 10 pays, en l'espace de 30-40 ans, ils ont vu leur monde disparaître complètement et connaître justement à la fois expulsion et exclusion, car il y a des degrés dans les pays. Je crois que les pays les moins violents furent la Tunisie et le Maroc, par exemple. Les pays les plus violents furent l'Égypte, l'Irak, le Yémen, la Libye. Donc l'Algérie, c'est un cas aussi un peu à part. Car je sais ce que c'est de partir en 2 jours avec 2 valises, en abandonnant tout derrière soi. Donc si vous voulez, je sais de quoi je parle sur ce plan-là, et c'est quelque chose qui bouleverse une existence. Et c'est pas évident de se remettre sur pied ensuite. Mais peut-être qu'aujourd'hui, nous arriverons effectivement à réintégrer ce qui fut finalement le traumatisme d'une vie qui emporta la génération de nos parents, mais qui malgré tout nous a aussi nous-mêmes extrêmement bousculés sur le plan de l'existence courante. Et donc ces deux ensembles ont vécu finalement la même histoire, c'est-à-dire, c'est quoi cette histoire? C'est l'histoire d'un peuple juif, et ce n'est pas un hasard qu'il se soit retrouvé notamment en Israël, c'est-à-dire dans l'expérience d'une reconstitution d'un destin collectif juif qui ne soit pas un destin tragique, mais un destin créateur et positif. Et je crois que là, c'est véritablement un enseignement que le XXe siècle nous a donné pour chaque ensemble du peuple juif. Évidemment, on ne peut pas comparer l'extraordinaire gravité de la Shoah avec l'exil et l'expulsion des Juifs. En grande majorité, ils n'ont pas disparu. Ils ont perdu leur univers, ils ont vu leur univers s'effondrer, mais ils sont toujours là. Et c'est important. Mais néanmoins, en gardant les proportions, cette comparaison nous aide à voir qu'il y a ici un enjeu plus fort, d'autant plus que ce fut l'occasion de la rencontre de ces deux univers culturels juifs qui ne s'étaient jamais rencontrés massivement. C'est un événement considérable sur le plan de l'histoire juive. C'est pas simplement... Israël n'est pas un entassement de populations réfugiées, immigrées pour cause humanitaire. C'est aussi un sujet politique souverain, un sujet historique sur ce plan-là. Et il faut comprendre ce que signifie justement la rencontre de ces deux univers démographiques du monde juif dans ce lieu qui s'est appelé Israël. Et la critique, la délégitimation dont est l'objet effectivement Israël sous ce jour-là, car en fait le principe même de la délégitimation d'Israël consiste à dire qu'il n'est pas légitime dans son existence même, parce qu'il aurait dépouillé un peuple innocent de son territoire. Mais les choses ne se présentent pas aussi simpliquement que cela, et je crois que notre histoire apporte une lumière très particulière de la situation, dans la mesure où notre histoire s'était inscrite aussi dans l'histoire du monde arabo-musulman, même sous l'époque coloniale, et cette histoire éclaire aussi et fonde cette légitimité. Alors, je terminerai simplement en disant que ce dont nous parlons a aussi un impact français, car dans le discours qui se tient en France sur Israël, sur le sionisme, etc., la question des juifs du monde arabo-musulman, et notamment c'est devenu une obsession dans des milieux universitaires ou même dans des films qu'on a pu voir sur Arte ou dans des livres, etc. Le cas des juifs d'Algérie
qui inquiète beaucoup les post-colonialistes dans le débat idéologique français. Et je crois que dans les problèmes qui ont trait avec le nouvel antisémitisme, cette dimension-là me semble très présente. Et donc, il faut aussi l'assumer, c'est-à-dire que cette histoire ne se déroule pas uniquement sur le plan de l'histoire israélienne, mais également sur le plan de l'opinion publique française et de la scène française et de la scène politique. Il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là, parce qu'elle a à voir justement avec l'image des Juifs, celle qui est reflétée justement par tous ces débats. Voilà. Merci sur des pistes de réflexion qui sont absolument faramineuses. Georges Bensoussan, je vais faire des présentations brèves, nous manquons de temps, pour vous donner l'occasion de voir l'excellent film de tout à l'heure. Georges Bensoussan est un historien français que nous connaissons tous, spécialiste des mondes juifs. Ses travaux sont consacrés à l'antisémitisme, à la Shoah, au sionisme, aux articulations Histoire et Mémoire, rédacteur en chef de la revue d'histoire de la Shoah et responsable éditorial au mémorial de la Shoah. Nous sommes désolés de parler d'en bas de la salle, cela aurait gêné de le film d'être sur la scène. Donc, Georges, en fait, l'histoire des réfugiés juifs, nous avons été évincés des livres d'histoire, tragédie occultée, culture effacée, déni de réalité. Je voudrais justement te parler, avant que tu ne prennes la parole sur le sujet qui va être passionnant, sur ce fameux docteur Ohayon, justement. Le docteur Ohayon, que tu appelles Ohayon, je l'ai écouté à une radio israélienne et j'ai été très intéressée par son propos. Député à la Knesset, donc il est auteur de cette loi. J'ai beaucoup aimé les réflexions qu'il a faites et qui vont te concerner, Georges. Il a dit que cette loi était là surtout pour réparer le passé, réunir les récits de ces juifs pour préserver leur culture, éduquer les enfants d'Israël sérieusement sur tout ce qui est lié à cet exode. Jusque-là, en Israël, rien dans l'éducation, dans les récits n'avait été fait, ni rappel, ni histoire. Et il était même un peu blessé parce qu'au même moment, il y avait une énorme réunion à la médiathèque de Tel Aviv sur la Nakba. Et il disait, pendant que nous proposons cette histoire, à Tel Aviv, on propose aux enfants d'Israël de se préoccuper de l'histoire de la Nakba. Plus de 5,5 milliards de livres sterling sont pourtant restés à Bagdad sans compensation. Alors, Georges, nous voudrions te demander, pourquoi cette histoire est-elle si difficile à raconter et à écrire? Nous comptons sur toi pour nous le dire. Georges, je préfère parler de la table. Merci beaucoup. Lourde responsabilité que nous confier une question pareille. Et avant de commencer, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu la soirée possible, et en particulier la mairie du 17e et Richard Audier, le Sentiment Occidental, mais surtout Josiane Sbiro, qui a été réellement la cheville ouvrière de cet événement, sinon rien n'aurait eu lieu. Voilà, le propos de départ, le temps est très très compté sur un sujet aussi vaste. Pourquoi le monde arabe s'est-il vidé de ses juifs en une génération à peine, quasiment sans expulsion, à part le cas de l'Égypte, vous le savez. L'arrachement internatal bimillénaire s'est fait pratiquement dans le silence total, et depuis 60 ans ou 50 ans que ces événements ont eu lieu, le silence entier les recouvre, les manuels scolaires n'en parlent pas, il n'y a de place pour les réfugiés, chacun le sait, que dans le cas des réfugiés palestiniens. Là, d'emblée, je voudrais poser une question historique. Ce qui est frappant dans les archives, quand on étudie les communautés juives du monde arabe au XIXe siècle, c'est que lorsque le colonisateur arrive au Maghreb, ou en Libye avec les Italiens, ou en Irak, en Égypte avec les Anglais, ou ailleurs aussi, c'est que globalement, à quelques exceptions près, le colonisateur qui est un envahisseur a été accueilli en libérateur. Ça pose une question de fond. Et puis le troisième point d'introduction, c'est qu'aujourd'hui, le discours dominant, ce qu'on appelle la doxa, nous assure que les sociétés juives d'Orient vivaient en bonne intelligence. Je donnerai tout à l'heure des exemples de ce discours, et que les sociétés juives n'auraient véritablement sombré qu'à cause de la naissance du sionisme et à cause de la naissance du conflit israélo-arabe. Une petite parenthèse comme ça pour ceux qui ne le sauraient pas, la communauté juive d'Irak est la deuxième du monde arabe, et le sionisme était squelettique. 500 militants pour 130 000 juifs. Autrement dit, le sionisme ne joue aucun rôle en Irak. Autant il joue un rôle en Tunisie, au Maroc, dans d'autres pays, mais pas là. Or, cette communauté a été déracinée en 2 ans, direction Israël, pour la quasi-totalité d'entre eux, et ensuite beaucoup sont repartis vers l'Angleterre, mais ce n'est pas le sujet.
En clair, ce qui est frappant, c'est que les sociétés juives en terre arabe ont été entraînées au XIXe siècle dans un processus d'occidentalisation, par l'émancipation, par l'école, etc. Je ne peux pas développer ici, et que dans cette émancipation de fait, mais pas de droit, car qu'on le veuille ou non, au Maroc et en Tunisie, par exemple, dans les protectorats, les juifs sont restés des indigènes. L'émancipation de fait a été perçue par le monde arabo-musulman comme invivable, insupportable. C'est cette émancipation de fait qui est la cause première du divorce et qui va entraîner le départ après 1945. Alors, dans cette doxa qui nous dit « Juifs et Arabes vivaient en paix » et malheureusement le sionisme est arrivé, le conflit en Palestine est arrivé, qui a jeté de l'huile sur le feu et qui a dissocié ce monde qui vivait dans l'harmonie parfaite, il y a un premier point, et ça c'est l'historien qui parle, au sens où les archives sont nombreuses, en France, l'Alliance, à Nantes, à Aix-en-Provence, les archives diplomatiques, en Israël ou ailleurs. Hélas, les archives arabes sont largement fermées, il faut le savoir. Mais ne serait-ce que par les archives consulaires, les archives diplomatiques françaises ou italiennes ou anglaises, on sait déjà beaucoup de choses. Et bien ce qu'on sait, c'est que globalement, l'antijudaïsme, bien avant la naissance d'Herzl, est une donnée fondamentale du monde arabe. Je pourrais citer 10, 15, 20 textes de l'administration française en Afrique du Nord ou italienne en Libye qui disent la même chose. Le juif est l'élément le plus méprisé de la population. Les juifs sont victimes d'une haine atavique des Tunisiens, par exemple. Je pense à un rapport de police de 1934 à Sfax, que j'ai lu récemment, et ainsi de suite. Je pourrais en donner comme ça des centaines et des centaines. Autrement dit, le sionisme n'a rien à voir là-dedans. Et quand on lit des textes bien antérieurs à l'émergence du sionisme politique fort, c'est-à-dire après la Première Guerre mondiale et la déclaration Balfour, on lit par exemple qu'à l'Arrache au Maroc en 1909, l'arrivée d'un juif en prison, je cite, est une fête pour les geôliers. Vous pouvez imaginer ce que ça veut dire. À Marrakech, le pacha fait charger de faire les juifs incarcérés. Dans quel but? Pas dans le but de les faire souffrir, non, dans le but d'extorquer des fonds à la famille si on veut leur enlever les fers, entre parenthèses, qui sont rougis au feu, et qu'on leur place immédiatement, à peine sortis du feu, sur les poignets et sur les chevilles. Pas de pogrom au Maroc, c'est une terre de convivialité, nous dit la doxa. En 1912, tout le monde le sait dans cette salle, il y a le grand pogrom du Tritel. Tout le monde le sait, qui fait, vous le savez, plus d'une cinquantaine de morts. Et ce qui est vrai de Fès, c'est vrai de Casablanca en 1907, c'est vrai d'autres émeutes, je n'ai pas le temps de développer, tout le monde le sait. Alors la question que posait Josiane, c'est celle-là qui est intéressante, parce que je ne vais pas faire un historique ici. La question est la suivante, pourquoi ne veut-on pas voir cette histoire? Pourquoi depuis 60 ans est-il si difficile d'écrire cette histoire? Pourquoi est-elle baignée d'une telle mythologie? Et effectivement, la condition juive en terre arabe, c'est un miroir des passions politiques des uns et des autres. Pour les uns, c'est une histoire lacrymale de malheur perpétuel. Pour les autres, c'est un âge d'or. Les Juifs et les Arabes auraient toujours vécu en bonne entente, et puis vous le savez, donc hélas, le sionisme est arrivé là-dessus. En fait, ce qui est frappant, c'est que l'âge d'or judéo-arabe n'a jamais existé, sauf dans l'imagination des intellectuels ashkénazes du XIXe siècle. Car ce sont eux... Ce n'est pas une basse attaque polémique sur le judaïsme ashkénaze, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que les pères de l'historiographie juive moderne, Gretz en premier, ont inventé ce mythe de l'entente judéo-arabe et de mythe andalou pour forcer les gouvernements européens à aller plus loin dans l'émancipation des Juifs, car je rappelle qu'au milieu du XIXe siècle, 20% seulement des Juifs du monde, qui sont essentiellement européens, vous le savez, sont émancipés dans le siège de la Révolution française. Il faut attendre la seconde moitié du XIXe pour que l'émancipation progresse vite. Donc, cette invention du mythe judéo-arabe en terre d'islam est une façon de dire aux gouvernants européens, regardez l'islam, une religion de paix et d'amour, qui a largement émancipé ces Juifs, ce que vous n'avez pas fait, Européens. Cette invention du mythe, aujourd'hui, elle est reprise évidemment par le discours arabe. Elle est reprise par le discours arabe qui nous dit le fait colonial, le sionisme ont détruit cette bonne entente et, hélas, il faut bien le dire, et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir, parce que l'injustice est flagrante. Des films comme celui de Kamal Ashkar, Tingir, comme celui de Karim Miskey, le livre l'histoire des relations entre juifs et musulmans chez Albin Michel, sont des impostures inimaginables aujourd'hui. Or, ces impostures ont eu droit de cité sur Arte, droit de cité dans la presse, droit de cité dans les radios, alors que les travaux historiques, par exemple, je ne citerai qu'un livre, ni celui de Shmuel Trigano, ni le mien, évidemment, mais je vais citer celui de Paul Fenton. Paul Fenton et David Littman publient il y a 4 ans auprès de la Sorbonne « L'exil au Maghreb, la condition juive ». Un livre extraordinaire, incontournable, pas une ligne dans la presse. Mais quand Kamal Ashkar fait ce film mauvais sur le plan historique, mais très bon en revanche sur le plan mémoriel,
ou quand l'histoire des relations entre juifs et musulmans paraît chez Albin Michel, où il y a du bon et du mauvais, comme dans tout livre collectif, c'est normal, mais où certains articles nous font bondir en tant qu'historiens, là, pas une ligne. En revanche, le livre est encensé. Donc là, ça pose réellement un problème. Ce mythe d'une tolérance arabe éternelle l'a emporté dans l'opinion occidentale. Pourquoi? Parce que l'opinion occidentale veut entendre ce mythe. C'est ce qu'elle veut entendre. Elle ne veut pas entendre un discours historien qui soit réellement un discours scientifique. Or, le problème, c'est que la dhimmitude, le statut de dhimmi, a été incorporé par les dhimmis, au point qu'ils le parlent sans le savoir à leur corps défendant. Et c'est ce qui explique qu'un grand nombre de juifs aujourd'hui d'origine orientale, séfarades ou mizrahi, peu importe, défendent eux-mêmes l'idée de la convivialité judéo-arabe. Mais ce qui est frappant, ce sur quoi d'ailleurs on ne fait pas assez attention, c'est que quand vous interrogez des juifs du Maghreb, et que quand ils vous parlent de leurs conditions, de leur passé, faites très attention à l'origine sociale de ceux qui parlent. Plus vous descendez dans l'échelle sociale vers le Mellah, plus vous avez un discours horrifié des relations avec les Arabes. Plus vous montez dans l'échelle sociale vers la bourgeoisie de Casablanca, plus vous avez un discours idyllique. Au point que chez certains juifs d'Algérie, par exemple, de la bourgeoisie d'Alger, qui ne savent pas un mot d'arabe, qui ne savaient pas un mot d'arabe, qui ne fréquentaient jamais les Arabes, sauf sous la forme de bonnes, c'était les domestiques, ceux-là vous disent, écoutez monsieur, on me l'a dit il y a un an, je ne me reconnais pas dans votre livre. Je pose la question, vous connaissiez les Arabes? Non. Vous alliez à l'école avec des Arabes? Non. Vous connaissiez quels Arabes? Les domestiques. Donc très bien, à part ça, finalement, rien. Ils vivaient en vase clos dans une bulle. Ce monde judéo-arabe qui a été le monde de la Hara tunisienne, ou libyenne, ou du Mellah marocain, ce monde de pauvreté, de dureté, de violence, quand vous lisez une description du Mellah en 1880 et une description du Mellah par Mémy en 1953, rien n'a bougé. L'horreur absolue. Ils n'ont pas la même mémoire. Et on va enfoncer cette porte ouverte parce qu'on a toujours l'impression que les juifs se forment des communautés alors que ce sont d'abord des sociétés. La mémoire juive est stratifiée socialement. Où il y a des dominés et des dominants dans la mémoire juive. Où il y a des récits idylliques et des récits d'horreur. Et c'est ce qui fait que les dominants, ceux qui ont écrit l'histoire jusqu'à aujourd'hui, ne comprennent pas ce qu'écrivent les dominés. Ils ne les entendent pas, les gens de Kiryat Shmona ou d'Ashdod. Ils disent, nous, on n'a pas la même mémoire des juifs du monde arabe. Et effectivement, parce que ceux qui sont venus en France, c'est plutôt les couches privilégiées, vont raconter une mémoire plutôt idyllique des juifs du monde arabe, et ils ne vont rien comprendre à ce qu'on raconte, nous, aujourd'hui. Bon. Alors, le deuxième point quand même à noter, c'est que quand le mouvement nationaliste arabe, effectivement, l'a emporté, à partir des années 30-40, c'est un mouvement nationaliste exclusif qui a mis de côté les juifs. À partir du moment où d'emblée il a mis l'islam au premier plan, les juifs n'avaient plus le droit de citer, c'est le cas de l'Istiklal, c'est le cas du Ba'ath syro-irakien, c'est le cas du parti national syrien d'Antoun Saadé, c'est le cas du parti Jeune Égypte d'Ahmad Hussein dans les années 30. Les juifs n'ont plus leur place, eux qui sont là de toute éternité, sauf en Égypte. C'est un cas à part l'Égypte. Ceux-là se trouvent brûlés du jour au lendemain avec la naissance des mouvements nationalistes dépossédés de leurs terres. Donc, on est en présence d'une idylle qui a été dénoncée bien avant nous. Il y a quand même un grand oublié ce soir. Et moi, je veux lui rendre hommage en public. C'est Albert Memmi. Mais enfin, Memmi a dit ce que nous disons depuis les années 50. En 1974, Memmi écrivait au sortir de la guerre du Kippour, je le cite, « La fameuse vie idyllique des Juifs dans les pays arabes, c'est un mythe. La vérité, puisqu'on m'obligeait à y revenir, est que nous étions d'abord une minorité dans un milieu hostile. Jamais, je dis bien jamais, les Juifs n'ont vécu en pays arabes autrement que comme des gens diminués. » Alors, effectivement, dans cette brèche ouverte par les Juifs et l'émancipation des Juifs, et c'est cette émancipation-là qui est insupportable pour le monde arabe et qui entraînera le départ, et qui sera précipité par le conflit israélo-arabe, bien sûr, mais le départ a des causes beaucoup plus profondes. C'est pour ça que quand j'ai commencé mon livre, je pensais le commencer vers 1950, 48, l'indépendance d'Israël, et au fur et à mesure des 4 ans de recherche, je suis remonté un siècle en amont, et je pense que c'est vers 1850 qu'on a les premières racines du départ. Cette brèche qui a été ouverte, elle a entretenu des mythologies et des faussaires, il faut bien le dire aujourd'hui, qui font la doxa d'aujourd'hui, qui font le bonheur des organes de la bien-pensance française. Je vais prendre 2 exemples de mythes qui font florès. Premier mythe, le sultan du Maroc a sauvé les Juifs pendant la guerre. C'est archi faux. Non seulement il ne les a pas protégés, mais il a signé tous les daïrs. C'est vrai, vous me direz que le Beit Tunis était obligé aussi. Bon. Mais lui, non seulement il a signé tous les daïrs, mais il a été plus loin encore que ce que réclamaient les autorités de Vichy. Je n'ai pas le temps de développer, s'il y a des questions, je dirai tout à l'heure pourquoi. Deuxième mythe, et ça les archives françaises sont formelles, lisez les archives françaises de Nantes. Je ne parle pas des archives juives, on pourrait penser qu'elles sont sujettes à caution. Non, je parle des archives de police et diplomatique françaises de Nantes. Elles le disent clairement. Deuxième
exemple, et qui là est accablant pour le monde juif, je le dirais. C'est un historien qui est un faussaire de l'histoire. Il s'appelle Mohamed Kenbib. Mohamed Kenbib est régulièrement invité par les instances juives de ce pays. Paul Fenton qui l'a lu, Nathan Weinstock qui l'a lu, comme moi, nous disons l'un et l'autre, et j'ai vu Paul Fenton il y a un mois, et Paul Fenton devant moi, yeux dans les yeux, m'a dit ce type est un faussaire. Et Weinstock m'a dit la même chose. Moi j'ai lu la thèse de Kenbib, 700 pages sur les relations judéo-musulmanes entre 1859 et 1948, ligne à ligne avec crayon en main. Fenton a fait la même chose, Weinstock aussi. Mais ceux qui invitent aujourd'hui Kenbib chaque année, au centre communautaire et ailleurs, n'ont pas lu une ligne de Kenbib. Cet homme est un antisémite avéré, un faussaire de l'histoire qui trompe les archives. Je pèse mes mots. Moi, j'ai lu les mêmes archives que lui à l'Alliance. Et face aux mêmes documents, j'ai vu comment il prenait ses ciseaux et il coupait les phrases. Il coupait les phrases de telle sorte que la phrase n'avait plus le même sens après la lecture kenbibienne qu'après une lecture honnête, tout simplement simple, du document en question. Eh bien, ce qui est grave, et je ne vais pas dire ce que dit Kenbib, je n'ai pas le temps, ça n'est pas grave que Kenbib publie sa thèse, bon, parce qu'on sait qu'on a affaire à des historiens souvent faussaires, qui ne sont pas d'ailleurs tous des faussaires. Habib Kasdali en Tunisie, Jamal Baïdar au Maroc sont des historiens d'une grande honnêteté. Mais lui, Kenbib ne l'est pas. C'est lui qui est invité par l'imam. C'est lui qui est invité par les instances juives. Invité des gens honnêtes du Maghreb. Mais pas lui. Rien à faire, il est invité. Chaque année, il sera invité au mois de mars. Encore, comme chaque année. Bon. Or, Kenbib. Or, est-ce qu'on peut aller contre une réalité avérée? Oui, en tronquant les sources. Mais si vous faites un travail d'historien avec les sources, vous ne pouvez plus vous tromper. Par exemple, comment rendre compte du fait que la première école de l'Alliance est fondée à Tétouan au Maroc en 1862? Comment expliquer que des voyageurs occidentaux qui sont des antisémites patentés, Pierre Loti, Charles de Foucault, sont l'auteur de textes empreints de compassion à l'égard de la condition juive au Maroc? Même Loti, même Pierre Loti se laisse aller à des larmes. À Marrakech en 1890, il regarde cette misère étalée devant lui et dit « Tout de même, quelle souffrance !» Et Charles de Foucault, qui sera le futur séminariste que vous connaissez, mais qui est à l'époque un officier français, même lui, qui ne cache pas son mépris anti-juif dans son année de traversée du Maroc, même lui reconnaît que la condition juive est la pire des conditions humaines qu'il ait jamais vues sur Terre. Mais ce que dit Foucault, ce que dit Loti, des centaines et des centaines de voyageurs le disent aussi. Donc là, ça pose un problème. Comment ne veulent-ils pas voir ce que tant d'archives juives et non juives nous disent depuis 2 siècles? Et Fenton et Littmann, eux, sont remontés bien en amont, puisqu'ils prennent leur histoire à la conquête almohade. Bon. Ça pose là une question de méthode. On dirait que le sort des Juifs en terre arabe est un point aveugle de l'histoire. Pourquoi? D'abord parce que le judaïsme d'Orient a été considéré comme quantité négligeable depuis longtemps, et d'abord dans l'histoire juive traditionnelle. Je parlais de Gretz tout à l'heure, de l'historiographie ashkénaze. Quand vous preniez l'histoire de Gretz, quand vous prenez les histoires de Salo Baron, l'histoire des Juifs d'Orient, c'est 4 pages, c'est 6 pages, c'est 8 pages dans une histoire qui est quand même monumentale. Bon. Le deuxième point, c'est quand même que cette histoire a été entachée d'exotisme. En gros, on a folklorisé l'histoire des Juifs d'Orient. On a paré l'histoire des Juifs d'Orient de l'archaïsme. C'est le couscous, c'est la tafina, c'est le thé à la menthe. Et ce qui est grave, c'est tout de même que dans un grand musée, comme le musée d'histoire du judaïsme à Paris, à l'époque où il était dirigé par quelqu'un d'autre que Paul Salmona, qui est très conscient des faiblesses du musée aujourd'hui et qui est prêt à relever le défi. Et je le sais, c'est vrai. Mais à l'époque de l'inauguration du musée, mais hélas, ça a duré 15 ans, le judaïsme marocain et oriental en général, mizrahi et pas seulement séfarade, au premier étage de l'exposition, alors que vous aviez des galeries superbes sur le sionisme, l'affaire Dreyfus, le monde ashkénaze, c'était une robe de mariée juive du Maroc, les instruments d'un Moël, et ça s'arrêtait là en gros. C'était du folklore, c'était de la religiosité, on avait affaire à des communautés sectaires et enfermées dans un monde religieux comme s'il n'y avait pas un apport culturel juif du Maghreb très important à la science du judaïsme, comme s'il n'y avait pas des chachamim juifs du Maghreb qui ont très largement enrichi le judaïsme et les commentaires sur le Talmud ou le Tanakh, et comme si même ces chachamim du Maroc ou d'ailleurs n'étaient pas en correspondance au XIXe siècle avec des sages de Pologne. Par exemple, on a retrouvé à Marrakech un rabbin de la ville qui était abonné à l'un des plus grands journaux Hatzfira, à l'un des plus grands journaux, la diaspora juive. Bon. C'est donc un autre obstacle aussi, ça c'est les obstacles juifs. Je dirais qu'il y a un autre obstacle de méthode qui fait que la gauche
pas seulement en France mais partout, et le camp anticolonialiste ont du mal à admettre qu'un monde qui a été colonisé, donc qui a souffert, qui a été opprimé comme le monde arabe par la colonisation, peut avoir en même temps été un monde d'oppression, de racisme, de colonialisme et d'antisémitisme. Que le monde arabe a été tout cela en même temps. Un monde violemment raciste, esclavagiste et anti-juif, et fondamentalement anti-juif, et bien avant la naissance du sionisme. Encore une fois, je vous renvoie à Littmann, à Fenton, ou même à tout simplement ce que moi j'ai découvert dans mes archives de l'Alliance au Maroc entre 1862, première école, et 1896, la question du sionisme. Le premier congrès sioniste n'a pas eu lieu. Mais là, j'étais face à des récits d'épouvante extraordinaires, d'une violence telle que vous preniez un coup de poing dans l'estomac. Et quand je sortais des archives de l'Alliance, j'avais droit au kiosque qui m'attendait, là au métro Blanche, et qui me disait, Télérama en tête, la convivialité des Juifs du Maroc, l'extraordinaire épopée des Juifs du Maroc. On allait de rêve en rêve et d'idylle en idylle. Et moi, je sortais dans mes archives d'un cauchemar véritable, qui a entraîné d'ailleurs l'intervention de l'Alliance, de Montefiore et de beaucoup d'autres avant l'Alliance même. Donc, en clair, le retard culturel aussi a joué, le retard culturel des Juifs d'Orient aussi a joué dans la difficulté d'écrire cette histoire. Je veux dire par là que lorsque l'exclusion ethnique a eu lieu, dans les années 50-60, le monde juif d'Orient, excepté l'Irak, n'avait pas les intellectuels encore capables d'écrire cette histoire, comme le monde ashkénaze après la Shoah avait ses intellectuels, soit les rescapés d'Europe, soit les intellectuels juifs américains. Ça a aussi, évidemment, beaucoup joué dans le retard mis à écrire cette histoire. Alors, il y a aussi un troisième aspect à la difficulté d'écrire cette histoire, c'est aujourd'hui le négationnisme arabe. Il existe un négationnisme arabe qui est très puissant. Je vais donner un seul exemple, faute de temps. C'est le Salon international de l'édition et du livre, tenu à Casablanca en 2012. Ken Bib y était, évidemment. Et que dit Ken Bib? Et il dit, je cite, « Le départ massif de la communauté juive du Maroc a commencé à partir de 1948, ce qui est faux d'ailleurs. Date de la création de l'État d'Israël et début de la propagande faite par les organisations sionistes à travers le monde pour attirer les juifs des pays arabes et musulmans. Comme les communautés juives d'Europe centrale et orientale ont été détruites par les nazis, ces organisations ont puisé dans le réservoir démographique marocain important. » Fin de citation. C'est la thèse arabe aujourd'hui. Elle est très largement erronée, parce qu'effectivement, ça pose une question simple. Si pour la plus grande communauté juive du monde arabe, le Maroc, 280 000 personnes, il suffit de 400 émissaires du Mossad, avérés, ça c'est vrai, de l'agent juif, pour déraciner une communauté pareille, bimillénaire, attachée à ses traditions, à son pays, aussi bien dans le Rif marocain, dans l'Atlas, que sur la côte, alors c'est qu'on a affaire à une peuplade d'abrutis. Les Juifs marocains ne sont pas une peuplade d'abrutis. Ça veut dire que les raisons du départ sont infiniment plus profondes. Les émissaires du Mossad ont encadré l'Aliyah. Ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas d'émeutes et que lorsqu'il y avait des émeutes, ils ont préparé à l'autodéfense. Après le Farouk de Bagdad, effectivement, l'agent juif de Jérusalem a envoyé les émissaires du Mossad préparer à l'autodéfense toute la jeunesse juive du monde arabe. De Libye, du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et d'ailleurs. Et ça a été très efficace parce qu'en Libye, à un moment donné, les agresseurs sont arrêtés face à l'autodéfense juive. Ils font aussi ce rôle-là au Maroc. Donc, penser qu'il suffit de 400 personnes pour déraciner 280 000 personnes sur 30 ans, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles, sur le fond. Bon. Et deuxième question, si ces agents sionistes ont voulu déraciner tous ces juifs vers l'État d'Israël, comment se fait-il que certains soient partis vers la France? Et pourquoi d'autres sont partis vers le Canada? Et si les sionistes sont responsables de l'émigration des juifs du monde arabe, comment expliquer que le mouvement sioniste si faible en Irak ait entraîné l'émigration de toute la communauté juive irakienne vers Israël? Pourquoi? Parce que les juifs d'Irak, c'est le cas le plus dramatique du monde arabe. Quand en 1954, le Mapai dit à Ben Gurion dans une réunion publique, « Tu t'es pas vengé des Allemands et tu n'as rien tenté de faire pour nous venger de la Shoah. » Et Ben Gurion a cette phrase extraordinaire et incompréhensible hors du contexte, « Si je devais me venger, je commencerais par l'Irak. » Et il a raison de le dire. Il a raison quand on connaît le détail des Juifs d'Irak, je n'ai pas le temps de développer ici. Et troisième question, simple qu'un enfant de 10 ans pourrait poser. Si ces Juifs étaient tellement conviviaux avec la population arabe avoisinante en 1830 en Algérie, en 1912 au Maroc, en 1912 en Libye, etc., comment se fait-il que les colonisateurs, qui sont des envahisseurs, ont-ils été accueillis en libérateurs quasiment partout? Il y a des exceptions, c'est vrai, mais quasiment partout. Je crois qu'on a affaire à une histoire polychrome.
3 minutes. Bon. On a affaire à une histoire polychrome. L'histoire des Juifs du monde arabe, c'est une histoire qui est fondée sur une économie psychique. Et cette économie psychique, il faut la comprendre pour comprendre le départ futur. Et c'est parce qu'on ne veut pas voir l'économie psychique du monde arabe, qui est basée sur la soumission de l'autre, du non-musulman, qu'on ne peut pas comprendre le départ des Juifs du monde arabe. Et comme dans la doxa progressiste, on ne peut pas envisager qu'un dominé puisse aussi être un dominateur, on ne peut pas envisager que le monde juif ait été un monde discriminé, et qu'à partir du moment où il s'est émancipé dans les têtes, sa survie, sa présence dans le monde arabe était devenue tout à fait impossible. D'où cette légende qui a été entretenue jusqu'à aujourd'hui, bien sûr, dans tous les médias occidentaux et en particulier dans les médias progressistes, à savoir que le déracinement s'explique essentiellement par le sionisme. Je terminerai simplement par la réflexion suivante. Cette histoire aujourd'hui en France, plus qu'ailleurs, est instrumentalisée parce que nous avons la plus grande communauté juive d'Europe et la plus grande communauté arabo-maghrébine. Elle est instrumentalisée pourquoi ? Pour nous faire croire que les Juifs ont vécu en bonne entente au Maghreb, donc ils peuvent vivre ici en bonne entente. Autrement dit, on fait dire à l'histoire autre chose que ce qu'elle dit. On l'instrumentalise, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si vous rappelez que les Juifs du Maghreb ont été victimes d'une violence extraordinaire, bien avant l'émergence du sionisme, de la part d'une économie psychique du monde arabe qui est basée sur la soumission et que sans l'islam et sans les hadiths et sans le Coran, on ne comprend rien à cette histoire. Sans le droit musulman, on ne peut pas comprendre cette histoire. Eh bien, vous pouvez vous faire taxer de l'insulte suprême qui vous disqualifie ad aeternam, raciste. Si dès lors que vous êtes un raciste, vous n'avez plus le droit à la parole et vous savez que tous les médias vous seront fermés. C'est ce qui explique le succès considérable de Kamal Ashkar, de tous les autres dont j'ai parlé tout à l'heure. Eh bien ici, je terminerai là-dessus en disant que le souci d'histoire s'est complètement évanoui pour laisser place à un discours idéologique. Quand Télérama en 2012 nous parle du ghetto comme d'un quartier folklorique, alors que le ghetto est un pourrissoir humain abominable qui fait frémir et vomir tous ceux qui le visitent dans les années 10, 20, 30, 40. Et là, je lisais récemment encore un témoignage d'une femme médecin français, le docteur Leger en 1910, qui dit « Mais c'est épouvantable, le Casablanca. C'est un pourrissoir humain. Comment veut-on que des individus... » Le Mela. Comment veut-on que des individus puissent grandir dans cette atmosphère de tuberculose totale, d'endémie de trachome et autres? Comment peut-on, dans Télérama en 2012, écrire de telles inepties? C'est un scandale sur le plan historique, sur le fond. Et c'est vrai, comme ça pour beaucoup d'autres remarques, quand on lit dans Télérama, l'antisémitisme était inconnu au Maroc avant 1912, les colonialistes français l'ont introduit, mais on sursaute, parce que toutes les archives nous disent le contraire, sur le fond. Donc, vraiment, je termine, Josiane. Nier le réel. Ça m'entraînerait à des considérations beaucoup plus vastes, parce que c'est ça qui m'intéresse. Pourquoi la caste intellectuelle française, depuis un siècle, a-t-elle tendance à nier le réel? Et on ne peut pas comprendre cette tendance-là en France si on ne fait pas l'archéologie du monde intellectuel communiste français, qui depuis tant de temps a nié le réel du goulag, le réel de l'oppression communiste, alors qu'on leur mettait les preuves sous les yeux, ils disaient c'est faux, c'est de la propagande bourgeoise, c'est un rapport attribué par la presse bourgeoise au camarade Khrouchtchev. Donc en un mot, et je terminais par une phrase de Mona Ozouf que j'aime beaucoup, c'est Mona Ozouf qui disait, à propos des communistes, mais moi je dis ça à propos de ceux qui nous racontent des légendes sur les juifs du monde arabe, parce que c'est la même logique, et c'est les mêmes. Mona Ozouf écrivait récemment, mais comment fait-on pour ne pas croire ce qu'on a sous les yeux? Et étrangement, ajoute-t-elle, les démentis du réel qui devraient être ravageurs laissent bien souvent survivre la croyance. Ceci en dit long sur le fait de croire. La capacité des hommes à oublier les faits déplaisants est aussi prodigieuse que leur penchant à croire les choses plaisantes. Fin de citation, merci. Josiane, juste un mot. À propos de... Je prends la parole en tant que co-organisateur une seconde pour dire à Georges, pour rappeler les gens dans cette salle qui viennent du 17e arrondissement, qu'il y a une dizaine d'années, les mêmes, ici autour de cette table, avec les territoires perdus de la République, l'Observatoire du monde juif, nous étions seuls en banlieue à parler d'antisémitisme en France, nous étions seuls, et les gens du 17e arrondissement, malheureusement, dont je fais partie, enfin je suis à côté, de Neuilly ou du 16e, ne nous suivaient pas sur ce combat-là. Et je crois que ce qu'a décrit Georges comme
mémoire du passé sur une capacité de la bourgeoisie juive à ne pas voir. On a vécu la même chose ici en France il y a 10 ans et on a exactement les mêmes avec Josiane aujourd'hui. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Juste une petite remarque par rapport à votre dernière question. Je vous renvoie juste à Freud dans la dissolution de la conscience dans la foule par rapport au déni, dans le malaise de la civilisation. Merci Shlomo d'être raisonnable. Tu me l'avais promis. Présenter Daniel Sibony va être difficile. Docteur d'État en mathématiques à 21 ans, maître de conférence à 25 ans à l'Université de Paris. Daniel Sibony ne s'arrête pas en si bon chemin. Il est docteur en philosophie, psychanalyste. N'en jetez plus, c'est Daniel Sibony. Parmi ses 39 livres, Daniel Sibony, psychanalyste, a consacré plusieurs ouvrages au peuple juif. Et comme nous avons décidé de faire court, je voudrais, cher Daniel, vous proposer une réflexion que j'ai puisée évidemment dans ce qui se passe en ce moment. Il y a quelques semaines, à peine, un vendredi soir, en général les bonnes éditions juives sont toujours les soirs de fête et le vendredi soir, on veut nous faire plaisir. Ça n'est pas de mauvaise intention quelquefois. Eh bien, lors d'une émission qui a eu lieu il n'y a pas longtemps, récapitulative sur le crime d'Ilan Halili, un vendredi soir, comment comprendre, Daniel, ce propos de Jean-Pierre Mignard? Jean-Pierre Mignard est avocat au barreau de Paris. Il est spécialiste des questions de droit pénal des personnes, des litiges territoriaux déférés à la Cour internationale de justice de La Haye. Ce monsieur, qui est journaliste à La Croix, termine cette émission ce soir-là en disant textuellement, j'ai revu 2 fois pour vraiment avoir du mot à mot, en parlant des barbares, de la secte des barbares et des assassins. Ces coupables, nous ne connaissons pas leur histoire. Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans leur histoire avec les Juifs dans leur pays d'origine. Nous ne savons pas quelle discrimination il y a eu à leur égard. Je laisse la parole à Daniel Sibony. C'est-à-dire si on croit... Comment vous voulez, Daniel? Ici, c'est merci. Oui, merci à Josiane Svero, car c'est elle que je connais, c'est elle qui m'a appelé pour m'inviter. Normalement, je ne suis pas invité à des cérémonies sur le judaïsme marocain ou maghrébin, etc. Et je m'en porte très bien, car je ne suis pas vraiment ce qu'on peut appeler un nostalgique. Et dans ces réunions, que je comprends très bien, on a plutôt envie de... Les organisateurs, on sent qu'ils ont envie d'avoir une vision à long terme. Et s'ils pouvaient balayer tout le passé, le présent récent, sauf qu'ils se représentent chaque jour, le présent. Il n'est pas très ragoûtant. Donc s'ils pouvaient balayer tout ça pour construire une entente enfin rétablie, qui renouerait peut-être dans leur tête très ignorante avec une entente originelle. Or, je suis quelqu'un qui s'intéresse aux origines et des cultures, des individus qui viennent me parler, qui viennent m'apporter leur rapport tumultueux à leur origine. Et les origines des relations entre l'islam et les juifs, telles qu'elles se sont transmises à l'identique, pendant des siècles, jusqu'à l'arrivée des Européens. Il faut le savoir. Cette origine implique que les Juifs sont des maudits d'Allah, ça va de soi, mais que ce sont comme les chrétiens, mais surtout eux, parce que eux avaient le message et n'ont pas compris que la vérité de ce message, c'était la religion de la vérité, c'est-à-dire l'islam. Et comme ils se sont accrochés, ils ont eu un statut
extrêmement spécial qu'on appelle les dhimmi, le statut de dhimmi, protégé. Et je vais faire un pas théorique devant vous et vous donner le moyen d'éluder ces va-et-vient qu'on entend constamment entre oui, c'était très dur, etc. Mais c'était pas mal quand même, puisqu'on a vécu, on est resté là-bas. Oui, mais c'était très éprouvant. Oui, mais il y avait une convivialité. Oui, mais, etc. Et cette oscillation correspond à une paresse intellectuelle et aussi à une ignorance de l'histoire qui fait qu'en réalité, le statut des Juifs, il faut le voir avec 4 acteurs. Il y a la masse juive et il y a ses notables, ses élites. Ça rejoint ce qui a été évoqué. Et il y a la masse islamique et le pouvoir islamique. D'accord ? Pensez ces 4 acteurs. Et maintenant, je vais vous dire comment ça marche la dynamique. Le pouvoir musulman, il a un pacte de protection des Juifs. Et il les protège de qui ? De la masse musulmane qui, ayant ingéré les textes traditionnels, le Coran, etc., se fait un devoir de les insulter au quotidien, de les brimer. C'est presque un acte rituel. C'est un rituel. Les fusées, les roquettes du Hamas sur Israël, c'est un rituel pieux qui doit inscrire dans cette masse islamique comment elle s'acquitte de son devoir qui est de combattre les Juifs. Et les Juifs en terre d'islam étaient combattus, insultés, vilipendés, humiliés par la masse à tout moment. Et même après l'arrivée des Européens, moi je me souviens, j'étais là-bas, je raconte ça dans Marrakech, enfin sous forme de roman, mais il y avait des jours avec Pierre et des jours sans Pierre. Si encore on nous disait quel jour était avec Pierre, on se serait protégé en allant à l'école, mais justement c'était aléatoire. Mais ça venait du peuple, des gens. Mais le pouvoir, lui, qui les protège, il les protège moyennant impôt, moyennant paiement. Et cet impôt est à la fois fixé avec une grande marge aléatoire. C'est-à-dire qu'on pouvait avoir, la veille d'une fête, des représentants du sultan ou du pacha qui débarquent et qui exigent 50 kilos d'or immédiatement, si on veut passer la fête de Pessah tranquille. Et donc, on trouve là le truc, on paye et on est tranquille. Et on fait la fête. Et c'est festif, c'est là qu'il faut aussi bien comprendre qu'avec ces dynamiques n'excluent pas au mêlage des fêtes pittoresques selon des visiteurs étrangers ou des gens qui lisent ce qui s'est passé, n'excluent pas la nostalgie, vous comprenez ? C'est-à-dire que nous avons acquis là-bas quelque chose qui est une qualité humaine extraordinaire, pour ceux qui l'ont acquise, c'est la capacité d'avoir en soi, presque en même temps, la détresse et la joie. Et quand on a ça, ça veut dire qu'on a compris que la ligne de partage qui partage le monde toujours et qui partage les individus passe à travers nous, ça nous donne une liberté, une force. Ceux qui n'arrivent pas à avoir cette contradiction en eux, ils sont clivés. C'est-à-dire, tantôt, ils sont dans la détresse, et là, c'est la mort, etc. Tantôt, ils font une fête, mais il n'y a pas, ça ne communique pas. Chez nous, ça communiquait. C'est ça qui est formé. Et j'ai retrouvé la même chose l'été dernier en Israël, avec les fusées. J'ai senti, quand j'étais là-bas, que les gens n'étaient pas dans le clivage. C'est-à-dire, il y a des roquettes qui tombent, et puis on reprend la conversation là où on l'a laissée. Ce qui n'est pas un déni. Et là, je viens au vrai problème, qui a été d'ailleurs très bien posé par Georges Bensoussan. Le problème est plus grave qu'on ne pense. Le problème, c'est la nature du déni. La nature du déni, le déni, c'est une opération mentale
c'est un peu ce qui m'attache, là il me revient d'éclairer quelques points psychiques de toute cette histoire. Le déni, c'est une opération mentale où la personne, pour préserver une construction narcissique propre ou collective, doit impérativement nier les faits, même s'ils sont évidents. Il y a des criminels sexuels, je varie les exemples, il y a des criminels sexuels à qui on dit, voilà, si vous reconnaissez les faits qui sont évidents, indiscutables, votre peine est allégée, et puis voilà, et ça vous fera du bien aussi de reconnaître la réalité, et certains ne peuvent pas. C'est très important, ça veut dire que certaines personnes ne peuvent pas reconnaître une certaine réalité parce que ça menacerait toute une construction. Alors qu'est-ce qui est menacé ici? Pourquoi on ne veut pas reconnaître ça? Eh bien, c'est quelque chose qui est fondamental pour le monde occidental et pour l'Europe. Je vais d'abord vous donner un exemple. J'étais l'autre soir à une conférence et j'explique comme ça que c'est très curieux que les 3 causes de la culpabilité occidentale, européenne, sont le colonialisme, la traite des Noirs et les croisades. Et la personne à qui je dis ça baisse la tête chaque fois. Colonialisme, oui, elle baisse la tête. Après, je lui dis, mais relève-toi, parce que le vaste empire islamique s'est constitué à coups de djihad successifs, authentiquement colonialistes chaque fois dans un temps. Ça veut dire les troupes musulmanes arrivent dans un pays et exactement dans la tradition coloniale, prennent les terres, confisquent les biens, mettent leurs hommes et instaurent un impôt écrasant sur les non-musulmans. Les non-musulmans résistent et craquent. Au bout d'un certain temps, ça a mis 2-3 siècles à ce que les musulmans soient majoritaires dans les pays conquis par les troupes musulmanes. Et donc, après, ce n'est plus un pays colonial puisque tout le monde devient musulman. On passe au pays suivant. Donc, il y a eu une logique coloniale et constitutive. Les croisades, mon Dieu, les croisades répondaient à quelque chose, à des guerres saintes qui ont conquis les lieux saints de Jérusalem sous le signe, non pas de la croix, mais du croissant. Ça change tout, mais on peut dire, il y a je ne sais pas comment trouver un terme qui ne dirait pas croisade, mais croissannade. Il y a eu des croissannades avant les croisades, et les croisades ont répondu. Il faut lire les appels du pape, d'un pape urbain qui dit « Le Seigneur vous demande d'aller libérer ces lieux saints ». Évidemment, comme les humains n'ont pas toujours des réactions équilibrées, c'est parti avec un fantasme de faire un royaume de Jérusalem, etc. C'était pas génial. Quant à la traite des Noirs, des études érudites ont montré que la traite des Noirs menée par les Arabes a été plus importante que la traite des Noirs menée par les Blancs. Du coup, question, voilà 3 causes de culpabilité rationnellement réfutables. Pourquoi donc l'Europe et l'Occident ont cette culpabilité face à l'islam? Voilà une question. Une culpabilité qui amène un déni. C'est-à-dire que pour établir qu'un acte antisémite est un acte antisémite, en France, il faut vraiment y aller, enfin se tirer les neurones pour rédiger quelque chose qui se tienne. Parce que c'est pas possible. Ce sont des cas sociaux. Alors on trouve des gens qui ne sont pas des cas sociaux. Ils sont dans le besoin matériel. On trouve, je ne sais pas, Ben Laden, le Qatar et l'Arabie dans le besoin matériel, ça tient pas. Donc, ce sont, etc. Chaque fois, on trouve une raison et elle est réfutée. Moi, je ne résoudrai pas ce problème parce que j'ai introduit pour cela des concepts qui demanderaient un peu de temps, mais j'ai introduit le concept de culpabilité perverse. Culpabilité perverse, c'est quand vous vous affichez coupable pour
être responsable du problème, c'est-à-dire pour accaparer le problème et faire la loi autour de vous. Notamment quand vous faites ça, et l'establishment français fait ça très bien, vous pouvez trompeter des discours sur la Shoah absolument fantastiques. C'est-à-dire, vous voyez, les discours de Valls, etc. Et vous pouvez en même temps être incapable d'arrêter ceux qui attaquent des juifs qui traversent dans une rue, tout simplement parce que ça vous obligerait à affronter ce point qu'il faut absolument dénier, et c'est en fait le vrai point noir de la culture islamique et de la religion islamique, c'est qu'elle s'est construite sur le rejet total de ceux à qui elle a emprunté son message, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens, et notamment les juifs. Il faut, et de ce point de vue-là, vous comprenez que la résurgence d'Israël, c'est comme si le refoulé dans le texte même arabe ressurgissait et s'incarnait. C'est très difficile à intégrer. Et je vais vous dire, la raison psychologique du départ des Juifs, selon moi, des terres arabes, c'est que, bien sûr, Israël a eu un rôle qui n'est pas celui qu'on croit, le rôle factuel des agents sionistes qui font de la propagande, etc. Bien avant, on chantait Sion, on rêvait de Sion, etc. Et ce qui s'est passé, c'est quelque chose de très normal, mais ça ferait du bien à beaucoup de musulmans de le comprendre, c'est que les Juifs étant des êtres absolument méprisables, une fois qu'ils acquièrent de la culture occidentale, ça devient très difficile à supporter, comme ça a été dit. Mais ça, c'est pas très grave, parce que les musulmans aussi se sont mis à acquérir de la culture moderne. Ce qui est très grave, c'est que les juifs qui sont méprisables, incapables et pervers, ineptes, voués à l'échec, sont là, debout, par exemple à Marrakech ou Casablanca, en même temps qu'ailleurs, des juifs donnent une raclée à des troupes arabes. Ça fait une skise dans le regard qu'on porte sur eux. Parce que là, ça devient louche. Ce même juif, parce qu'il y a une idée unificatrice, ce même juif qui fait partie du peuple juif, donc qui est le frère de celui qui est là-bas, c'est pas possible. Et je l'ai vu, ce phénomène, au niveau des bureaux, des bureaucraties, quand, après le départ des Français à Marrakech, si dans une administration le plus compétent, c'est un juif, bon, il passe au deuxième rang parce qu'il est exclu que ce soit un juif qui dirige, et vous imaginez la gêne du sous-chef qui doit donner des ordres à quelqu'un de plus compétent, mais c'est la même chose. Donc, le déni porte sur quelque chose que la pensée européenne a du mal, et je ne sais même pas si elle arrivera à le digérer, parce que ça contredit totalement, je dirais, sa Bible des Lumières. La Bible des Lumières, elle dit, quand elle parle de droit, tout homme, etc., quelle que soit son origine, sa religion, sa race, sa couleur, quelle que soit. Et là, l'Europe se trouve face à un problème identitaire ou une identité inscrite dans ces textes qu'elle récuse ceux qui se réclament de cette universalité. C'est écrit et c'est très difficile de faire bouger ça. Et donc, l'Europe chrétienne a choisi de jeter un voile là-dessus, ou de se voiler la face. Et lorsqu'apparaît, il y a déjà un événement très inquiétant. Le monde chrétien au Moyen-Orient est passé de 20% de la population à 4%. On aurait dû avoir un tollé dans le monde chrétien. Ben, on a de la compassion. Un monsieur va là-bas,
pour apporter quoi? De l'espérance. Mais oui, mais c'est ça le style européen. Quand il y a une catastrophe, même aux portes de l'Europe, quand il y a une catastrophe, on attend que les gens soient écrasés et ensuite on apporte l'aide humanitaire. Parce qu'on ne peut pas les laisser, on ne peut pas les abandonner. Mais si, justement, on les a abandonnés. Sauf qu'il y a un os, là il y a un caillou sur lequel on ne peut pas passer, c'est le caillou juif. Là, qu'on les abandonne, c'est pas grave, ils se débrouillent. Mais le problème, c'est comment parler d'eux, comment parler de ce phénomène. Et là, un jour, je vous raconte juste une ou deux anecdotes. J'étais à Jérusalem, dans un taxi arabe. Du coup, je parle arabe, et on sympathise, et du coup, il se lâche un peu. Il me dit, bah tu vois, cette rue qu'on traverse là, eh bien, c'était entièrement des boutiques et des maisons arabes, des deux côtés. Je lui dis, tu vois, si on était à Marrakech et qu'on roulait, je t'aurais montré la même rue avec au bord que des maisons juives et des boutiques juives. Résultat, il s'est tué. Ça veut dire que le problème est profond et il amène l'Europe, si vous voulez. Alors, autre dimension du truc, on nous apprend que Israël a voté, enfin le Parlement a voté, qui reconnaît, etc. Moi, c'est peut-être aussi pour ça que je ne suis pas invité dans ce genre de choses, c'est que moi je ne suis pas très doué pour aller commémorer des pleurnicheries sur comment on a souffert là-bas, qu'est-ce que c'était dur. Moi j'ai intitulé mon roman Marrakech, Le départ. Et des gens me disent, ah j'ai lu votre roman, c'est formidable, Marrakech le retour. Je dis non, c'est le départ. Je dis c'est le départ. Et moi je vais vous dire, j'aime Marrakech parce que j'ai mûri là-bas le désir de départ. Et on peut aimer un lieu parce qu'il vous donne l'envie d'en partir. Et pour moi, ça a été une libération absolument sans aucune amertume. J'ai pas l'air amer, tout simplement parce que je ne le suis pas. C'était bon de partir. Et quand je suis venu à Paris, cette entité religieuse, comme c'était en plus leur seul référent, et on n'a pas vu que ça pouvait être un potentiel formidable de création, d'amour, d'ouverture, etc. Alors aujourd'hui, vous savez, j'étais un soir à une conférence sur violence et islam, et il y avait à côté de moi Monsieur Bencher, je peux le nommer, qui fait la télé le dimanche matin. Et il a commencé, il avait la parole au début, il a dit « Il n'y a aucun rapport, voilà le déni, entre l'islam et la violence de ceux qui s'en réclament. » Tout simplement, et il a cité son Coran, il a dit tout simplement, à cause de ce verset, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré. Et moi j'étais à côté de lui et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me dire la sourate et le verset? Il le dit. J'ouvre mon petit Coran que je connais très bien et je lis le verset, ne tuez pas l'homme que Dieu a sacré, sauf pour une cause juste. Et je lui ai dit, mais mon cher, c'est ça, c'est cela même dont se réclament ceux qui œuvrent pour ceux qui sont dans cette violence. Autrement dit, le problème aujourd'hui, et je termine là-dessus, j'imagine que c'est la fin, je termine, le problème pour moi, ce n'est pas l'islam. Le problème, c'est la phobie chez les responsables européens et occidentaux. Le problème, c'est leur islamophobie.
Et le joli paradoxe, c'est qu'ils ne cessent de la dénoncer chez les autres comme forme de racisme pour les mater, pour leur faire la loi, alors qu'ils sont les premiers à avoir peur. Ça veut dire que dans un bahut, quand des élèves musulmans harcèlent une petite juive au cri de « c'est la juive », etc., le proviseur ou le surveillant, etc., s'enferme dans son bureau et ressort quand ont cessé ces frottements intercommunautaires, c'est-à-dire quand l'agression a cessé. La vraie peur, c'est là. Et c'est cette peur qui peut nous inquiéter. Sinon, l'islam, il se débrouillera avec ça. C'est une civilisation, une culture. Ils verront bien un jour le problème. Le jour où ils verront que le déni du problème verrouille les libérations, parce que toutes ces révolutions arabes, dont on ne peut pas dire que c'est des succès, tiennent à ce déni. C'est que si on lève ce déni, à ce moment-là, l'islam n'est plus une politique et devient une religion. C'est donc la peur des dirigeants qui peut nous inquiéter. C'est elle le vrai problème. Merci. Messieurs, dames, la soirée est dense. Nous appelons Hélène Trigano au pupitre, puisque là, vous allez avoir, après tout le propos tenu, vous allez avoir par l'image, le son, l'image et le film, le travail de fourmi qu'Hélène va vous expliquer. Bien. Merci beaucoup, merci à toute l'Assemblée. Alors je vais être un peu brève parce que effectivement on a débordé. En principe je devais commencer, mais c'est pas le cas. Donc j'ai essayé de faire un condensé de ce que je vais présenter, mais il y a le film à voir. Alors d'abord je voudrais tout d'abord vous présenter l'histoire du film, parce que le film n'est pas né comme ça. J'ai créé les archives de la mémoire séfarade en 2002. J'inclus donc dans la catégorie séfarade autant les juifs des Balkans que ceux des pays, que ceux du monde arabe. Ce monde, alors je rappelle un peu ce qui a été un peu dit, ce monde a disparu au XXe siècle. En l'espace de 30-40 ans, ce monde a disparu. Soit sous l'extermination nazie pour les juifs des Balkans, soit sous celui de la décolonisation et de la constitution des États arabes où les juifs ne trouvaient plus leur place. Comme il a été rappelé, environ 1 million de juifs, 1 million de personnes furent jetées sur les routes de l'exil. Ces populations trouvèrent refuge en Israël et en Occident. Cette expérience du déracinement engendra un traumatisme qui a été longtemps refoulé. Aujourd'hui, les séfarades cherchent à témoigner de ce passé afin de renouer le lien avec les générations nouvelles, et ils veulent aussi transformer le traumatisme en souvenir assumé. Pour toutes ces raisons, il nous a semblé urgent de constituer une base d'archives, un matériau assurant la transmission de la mémoire vive de cette histoire. Alors, nous collectons depuis plus de 10 ans les récits des expériences individuelles et collectives de ces communautés des Balkans, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le support visuel fait notre spécificité. Nous filmons et enregistrons en vidéo. L'entretien se déroule toujours en présence d'un caméraman et sa durée est en moyenne 2 à 3 heures. Au cours de l'entretien, plusieurs sujets sont abordés.
du roman familial aux événements politiques propres à chaque pays, jusqu'à l'installation dans les nouveaux pays. Je vous laisse les découvrir dans le film. Actuellement, nous avons plus de 130 entretiens, interviews si vous voulez, réalisés surtout en France et en Israël, en français et en hébreu. Alors, tous les pays de la diaspora séfarade sont représentés. L'Égypte, la Turquie, la Libye, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Yémen, l'Irak, la Libye, la Syrie, la Palestine mandataire, la Géorgie, la Bulgarie et Salonique. Et puis j'en passe. Actuellement, avec le soutien de la Fondation de la mémoire séfarade, de la mémoire de la Shoah, nous enregistrons les témoignages d'une trentaine de personnalités séfarades, écrivains, créateurs, hommes politiques, surtout en France, mais aussi quelques-uns en Israël. Ces témoignages seront archivés dans des musées, des bibliothèques et des centres de recherche afin que des chercheurs, des étudiants ou toute personne intéressée puisse les consulter. Des publications, des travaux de recherche, des documentaires pourraient ainsi en découler plus tard. Nous sommes en rapport avec plusieurs institutions israéliennes et françaises pour voir s'il y a la possibilité de les déposer chez eux. Nous sommes une association de bénévoles. Voilà, je ne vais pas plus loin, j'allais dire qu'on compte sur votre soutien, mais je m'arrêterai plutôt là. Et je vous propose donc de voir le film qui donne un aperçu de notre travail. Il a été réalisé de 5 entretiens, 4 en français et 1 en hébreu, et il est sous-titré. Les témoins dans le film ont été interviewés entre 2003 et 2009. Je tiens à dire que parmi les témoins que vous allez voir dans le film se trouvent quelques personnes ici et je les remercie de leur présence. Alors, ils sont originaires d'Alexandrie, de Marrakech, on a beaucoup parlé de Marrakech ce soir, d'Alger, de la Jérusalem du Richouf et de Bagdad. Ils se font les historiens de leur famille, mais aussi de l'histoire collective à jamais disparue. Pour terminer, je dirais qu'il est de notre devoir, nous, générations de transition, de renouer le fil qui relie les générations entre elles et de donner à nos enfants et petits-enfants la possibilité de s'inscrire dans une généalogie. Permettez-moi, pour finir, de rendre hommage à toutes ces personnes sans lesquelles les archives n'existeraient pas. Et aussi de m'excuser auprès des originaires des autres pays présents ce soir et non représentés dans le film. Il est impossible de rendre compte de toutes les communautés en 52 minutes. Merci. Voilà.